Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur l'anxiété parce que pour moi, c'est l'un des symptômes les plus fréquents associés au burn-out et c'est aussi l'un des sujets où je vois le plus de confusion, parfois même de honte. Parce que très souvent, l'anxiété, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté bien avant le burn-out. Et on finit par se raconter une histoire sur nous-mêmes du type « Moi, je suis une personne anxieuse, j'ai toujours été comme ça, mon cerveau ne s'arrête jamais. » Et on l'intègre comme une identité. Sauf que l'anxiété, c'est une émotion. Vous n'êtes pas votre anxiété, l'anxiété n'est pas vous, et elle ne vous définit pas en tant que personne. Vous êtes une personne qui, dans sa vie ou dans cette période de vie, si vous êtes en burn-out, vous êtes une personne qui ressent dans sa palette d'émotions de l'anxiété. Et ça change tout parce que quand on se définit par l'anxiété, on ne cherche plus à comprendre ce qui se passe, on cherche à se corriger pour éliminer une partie de soi ou réparer un défaut. Alors que l'anxiété, c'est une émotion humaine. Et je vais commencer peut-être par une mauvaise nouvelle, mais qui est aussi en réalité une bonne nouvelle. Nous ne pouvons éliminer aucune émotion humaine de notre expérience, de notre vie. Nous sommes humains, nous avons l'ensemble complet, c'est une fonctionnalité, et pourtant, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à se débarrasser de l'anxiété, ou toute autre émotion d'ailleurs inconfortable qu'on n'aime pas. On essaie tout un tas de stratégies pour ça, et très souvent, on le fait via des processus addictifs ou des comportements un peu automatiques d'évitement. Donc pas forcément addictifs au sens clinique, mais addictifs au sens où on s'en sert pour changer d'état, pour sortir d'un inconfort émotionnel, pour se couper, pour se distraire, parfois se dissocier. Et si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous avez sans doute compris que vos émotions, ce sont des sensations. La traduction corporelle de ce que se dit votre cerveau de vous dans une situation, autrement dit, de vos pensées. Et donc, quand on parle d'anxiété, on ne parle pas de quelque chose de mystique ou de bizarre, on parle d'un état qui se manifeste dans le corps et qui est alimenté par un certain type de pensée et surtout par une certaine relation à ces pensées et à cette émotion. Parce que là où ça devient intéressant, c'est que on ne nous a pas appris à ressentir nos émotions, on nous a appris à faire autre chose et avec l'anxiété, très souvent, on a 3 grands modes automatiques. Le premier, c'est qu'on y réagit. Réagir à l'anxiété, c'est en fait ruminer. C'est avoir un mental qui tourne en boucle et souvent, on croit que ce mental qui tourne en boucle est le problème. Alors qu'en réalité, c'est une stratégie. Votre cerveau cherche à résoudre votre anxiété. Parfois, il le fait en énumérant tous les scénarios possibles et surtout tous les scénarios catastrophes, comme si vous alliez trouver la solution à l'extérieur de vous, comme si en listant toutes les possibilités, vous alliez enfin sécuriser le futur, donc vous apaiser. Sauf que généralement, c'est là que ça devient épuisant. Ce sont des choses souvent hors de votre contrôle, donc le mental continue, et plus il continue, plus vous vous sentez tendu, et plus vous vous sentez tendu, plus votre cerveau se dit « il faut qu'on réfléchisse encore, il faut qu'on trouve une solution, je vais résoudre cette anxiété », et là ça devient une boucle. Le truc, c'est qu'on nous a appris à réagir à nos émotions. Donc, par exemple, si on est en colère, on crie. Si on est triste, on pleure. Si on est anxieux, on rumine. Et ça peut créer un soulagement temporaire. On peut même avoir l'impression qu'on a, entre guillemets, traité l'émotion. Mais en réalité, l'émotion, ici, l'anxiété, n'a pas forcément été accueillie, elle n'a pas été traversée, elle n'a pas été autorisée et donc forcément, elle revient. Le deuxième mode, c'est qu'on y résiste. On fait comme si elle n'était pas là. On prétend que tout va bien et on tient. Sauf qu'on finit en fait par exploser. Parfois, ça peut être des crises de larmes, de colère, d'effondrement. Et souvent, après ça, on se juge. Je suis trop sensible, je suis instable, je devrais être capable de gérer. Alors que ce que vous vivez, c'est juste le coup d'une émotion non accueillie qui a été contenue finalement trop longtemps. Le troisième mode, très fréquent surtout dans le burn-out, c'est un anglicisme, on pourrait dire on buffer, c'est le buffering, on s'échappe. Vous ressentez de l'anxiété, mais au lieu de ressentir cette anxiété, vous allez la résoudre en mangeant des trucs sucrés, en buvant de l'alcool, en scrollant, en travaillant encore,
et encore, et finalement en cherchant à vous mettre en mode off. Alors sur le moment, ça soulage, et je dis pas ça pour vous culpabiliser, vraiment, parce que c'est humain, et parce que quand votre système nerveux est épuisé, il cherche une solution, une sortie rapide. Mais sur le long terme, vous commencez à voir le coût de résoudre votre anxiété tous les soirs avec quelques verres de vin ou des tablettes de chocolat. Nous mangeons, nous buvons, consommons aussi des réseaux sociaux, peu importe, pour sortir de l'inconfort émotionnel. Nous essayons de changer d'état ou parfois de nous éteindre, de nous retirer du monde et parfois même de nos propres sensations pour nous dissocier de la douleur de l'émotion. Et sur le moment, oui, ça fonctionne, ça soulage pendant un temps. Mais sur le long terme, on commence à en payer le prix et ça contribue au burn-out. Parce que toutes ces stratégies qu'on met en place pour éviter ce que l'on ressent, manger, boire, se distraire, simplement s'éteindre, ne font en réalité que nous soulager un instant, et puis l'émotion, elle revient souvent plus forte. Alors, on reprend les mêmes habitudes plus souvent, plus intensément, on augmente la dose, ça soulage encore, mais de moins en moins longtemps, jusqu'à ce que le ressenti revienne encore une fois. Et là, il y a une question très importante, une question que j'ai envie que vous posiez avec beaucoup de douceur, c'est, il y a peut-être une partie de vous qui pense que votre vie est meilleure avec ces quelques verres de vin ou ces tablettes de chocolat ou même ces paquets de bonbons. Mais qu'est-ce qui en ressortirait émotionnellement si vous ne le faisiez plus du tout? Alors, c'est peut-être une émotion de stress, d'anxiété, d'ennui, peut-être ce vide qui n'a jamais appris à être habité ni à être écouté. Et souvent, on ne veut pas que ces émotions surgissent parce qu'on a appris qu'une personne heureuse ne devrait pas ressentir d'émotions désagréables. Mais la réalité, c'est qu'en tant qu'humain, vous les ressentez. Elles sont là et vous pouvez les ressentir sans en souffrir, simplement pour reconnaître la vérité de votre vie. La vie, ce n'est pas se sentir bien 100% du temps. Et ces émotions, aussi désagréables soient-elles, elles ne vous détruisent pas. Vous pouvez les laisser être, vous pouvez les traverser. Ce qui peut réellement, entre guillemets, vous abîmer en revanche, c'est certaines stratégies qu'on utilise finalement pour ne pas les ressentir. Alors oui, c'est peut-être brutal dit comme ça, mais c'est vrai, chercher à anesthésier ces émotions, ça a un coût réel, ça a un coût souvent physique, mental et émotionnel. Et d'ailleurs, le stress chronique mène très souvent à des mécanismes d'adaptation comme boire, fumer, trop manger, travailler encore plus, qui contribuent davantage à l'épuisement. Et donc, si ce scénario ressemble ne serait-ce qu'un peu à votre expérience, je vous invite vraiment à faire quelque chose à ce sujet. Alors, pas dans la panique ni dans la culpabilité, mais avec lucidité parce que c'est très important. Et au passage, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on peut devenir aussi accro au stress et à l'anxiété eux-mêmes parce que le stress libère une énorme quantité d'énergie dans le corps et sur le moment, ça booste, ça donne l'impression d'être plus vif, plus alerte. Et en même temps, ça coupe aussi de la pensée posée, de la réflexion au profit d'une pensée, on pourrait dire, de survie. Donc, c'est pas juste dans votre tête, c'est votre corps qui est en mode urgence. Et le problème, c'est que ce système, il est fait pour l'exceptionnel, pour l'urgence, pas pour fonctionner comme ça tous les jours. Et le corps, il reste bloqué dans ce mode-là. Et le mental, il fait exactement ce qu'il sait faire en situation d'urgence. Il scanne, il anticipe, il contrôle, il rumine. Et là, on comprend beaucoup mieux pourquoi dans le burn-out, le mental ne s'arrête jamais. Et quand ce mode urgence ne s'éteint jamais, voilà à quoi ça finit par ressembler quand l'anxiété finalement alimente le burn-out. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est plutôt comme une catastrophe un peu au ralenti, un cauchemar dans lequel vous êtes éveillé, mais vous n'arrivez pas à sortir parce que la souffrance, elle devient de plus en plus présente. Mais en fait, vous n'en parlez à personne parce que vous avez honte, parce que vous vous dites que vous devriez gérer, que ce n'est pas si grave. Et dans le quotidien, ça peut ressembler à quelqu'un vous pose une question simple et vous sentez immédiatement la tension monter. Vous répondez sèchement, vous vous agacez aussi intérieurement alors qu'au fond, vous êtes juste épuisé. Un collègue qui fait une erreur ou n'avance pas assez vite, la moindre chose, en fait, ça vous met hors de vous, vous perdez patience et vous vous surprenez à être plus dur finalement que vous ne le voudriez. Et en même temps, c'est ça qui est douloureux, c'est que vous avez de plus en plus de mal à avancer sur vos propres dossiers, donc peut-être que vous procrastinez, vous évitez, vous êtes en retard et vous vous en voulez. La boîte mail est pleine et vous savez qu'il faudrait répondre, mais au lieu de ça, vous prenez encore en charge les problèmes des autres parce que c'est plus facile que de faire face aux vôtres. Et puis il y a aussi la maison où vous n'avez plus vraiment envie de parler, vous supportez moins le bruit, les discussions vous fatiguent et quand la journée de travail se termine,
vous n'avez qu'une envie, être seul, vous poser, vous éteindre. Alors vous mangez quelque chose ou vous buvez un verre juste pour faire redescendre la pression, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Même quand vous êtes off, votre tête, elle continue de tourner, vous regardez encore vos messages, vous repensez à ce que vous avez oublié de faire, à ce que vous auriez dû dire ou dû faire. Et la nuit, vous vous réveillez avec le travail en tête, avec cette sensation de tension qui ne lâche pas. Et c'est comme ça qu'une anxiété qui a peut-être commencé autour d'un seul sujet, elle s'étend finalement peu à peu à tout le reste, à toute votre expérience de vie. Elle devient diffuse, généralisée et peut-être chronique comme une boucle fermée. Donc si je devais résumer ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment que dans le burn-out, le mental ne s'arrête pas parce qu'il y a trop de choses à penser, pas parce que vous êtes trop anxieux, il ne s'arrête pas parce que votre corps est resté bloqué en mode alerte. Et l'anxiété, c'est une émotion. Elle ne prédit pas l'avenir, elle ne dit pas la vérité sur ce qui va se passer. Elle signale simplement que pour votre système nerveux, quelque chose n'est pas perçu comme sécurisé. Et tant que ce signal n'est pas entendu, le cerveau, il fait exactement ce qu'il sait faire pour tenter de sécuriser la situation. Il pense, il anticipe, il contrôle, il rumine. Et donc, essayer de calmer le mental sans comprendre ça, c'est comme en fait demander à un cerveau de se taire alors qu'il croit qu'il y a un danger. Ça fonctionne pas. C'est pas votre mental qu'il faut faire taire, c'est l'état émotionnel qu'il faut d'abord apaiser, c'est l'état d'alerte qu'il faut commencer à faire redescendre. Parce que tant que vous êtes en mode survie, votre cerveau ne réfléchit pas, il vous protège et ça commence toujours par comprendre ce que fait l'anxiété, pourquoi elle est là, et aussi par commencer d'arrêter de se juger, d'avoir un mental qui tourne et finalement le voir comme un signal d'anxiété, un signal de surcharge, un signal que votre système nerveux, il est en train de tenir depuis trop longtemps. Parce que lorsqu'on est en proie à une forte anxiété, votre cerveau passe en mode survie et dans ce mode-là, vos capacités de recul, d'analyse, de décision, elles sont forcément entravées. Ce n'est qu'en apaisant d'abord l'état émotionnel que vous retrouvez de la lucidité et votre capacité d'action. Et seulement ensuite, la bonne question qui peut peut-être émerger, c'est qu'est-ce qui est réellement en mon pouvoir ici dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement pour avancer? Parce que nous n'avons jamais un contrôle total sur une situation et c'est précisément ce manque de contrôle qui nourrit l'anxiété, l'inquiétude et ce mental qui tourne en boucle. Et si le mental ne s'arrête pas, c'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, c'est parce qu'il essaie de résoudre une émotion que nous n'avons pas appris à ressentir. Alors on résiste, on fuit, on cherche à s'échapper, on tente de contrôler l'incontrôlable et le système nerveux, il reste bloqué en état d'alerte. Mais nous avons toujours une part de pouvoir et apprendre à le clarifier, c'est déjà commencer à sortir du mode survie.